Cette voie d'administration est une voie qui est pratiquée donc sans effraction du tissu cutané. Les objectifs qu'on va rechercher pour une voie d'administration par voie cutanée peuvent être une action locale, superficielle, par exemple l'administration d'un anesthésique local. On peut rechercher une action profonde, par exemple une action anti-inflammatoire, mais on peut également rechercher une action systémique, c'est-à-dire que le médicament passe dans la circulation générale, par exemple si on voudrait soigner une angine de poitrine, en gore. Il faut savoir qu'il y a un obstacle quand même pour le franchissement de la peau, qui est une barrière naturelle de protection très efficace, et que le franchissement de cette barrière cutanée sera fonction de plusieurs choses. Ça sera fonction de la nature physico-chimique du principe actif lui-même, masse moléculaire, hydrophilie, lipophilie, stabilité. Le franchissement sera fonction de la formulation galinique du médicament. Quels excipients seront utilisés? Hydrophile, lipophile, amphiphile. Est-ce qu'il faut rajouter un promoteur d'absorption du principe actif? Et également, ça sera fonction de la nature et de l'état de la peau. Quelle localisation de la peau? Quel est l'âge de la peau? Son épaisseur, sa vascularisation? Donc tout ceci fait que la pénétration d'un principe actif par voie cutanée est relativement complexe. Alors, si on regarde justement l'anatomie de la peau, on va se rendre compte que c'est quelque chose de relativement compliqué. Globalement, on va dire que les 3 couches concernées par donc la pénétration du principe actif dans la peau, c'est donc l'épiderme, le derme et le derme. À côté de ça, on a quand même des annexes qui sont donc l'appareil pilosébacé, les glandes sudoripares. En tout cas, vous voyez que la traversée de cette barrière n'est pas évidente. Et donc, les mécanismes qui sous-tendent la pénétration du principe actif à travers le tissu cutané, les mécanismes sont très complexes et donc on ne va pas les discuter au niveau de ce cours. Vous le verrez un peu plus loin au cours du cursus. Quelles sont les formes galiniques destinées à la voie cutanée? Elles sont nombreuses. Là encore, on va faire des choix, on ne parlera pas de tout. J'ai énuméré les préparations semi-solides pour application cutanée. On peut également avoir des mousses médicamenteuses, des préparations liquides pour application cutanée, des cataplasmes. On peut avoir des formes adhésives cutanées. On peut avoir des poudres pour application cutanée. Donc, on n'aura pas le temps de passer en revue toutes ces formes pharmaceutiques. On va en choisir quelques-unes et en particulier, on parlera des formes semi-solides pour application cutanée et des formes adhésives cutanées, et en particulier donc ce qu'on appelle les dispositifs transdermiques. Avant de passer donc aux détails, on va commencer donc par la définition des préparations semi-solides destinées à la voie cutanée. Cette définition est donnée par la pharmacopée européenne, la dernière édition, qui dit que ce sont des préparations semi-solides pour application cutanée destinées à être appliquées sur la peau ou sur certaines muqueuses afin d'exercer une action locale ou transdermique du principe actif. Ces préparations sont également utilisées pour leur action émolliente ou protectrice. Les préparations doivent présenter un aspect homogène. Les préparations destinées à être appliquées sur des plaies ouvertes importantes ou sur des peaux gravement atteintes doivent être stériles. Donc ça, c'est une particularité des préparations cutanées quand ça s'adresse à des peaux qui sont ou des plaies ou des peaux gravement atteintes. Les préparations sont constituées par un excipient simple ou un excipient composé dans lequel le principe actif est dispersé ou dissous. S'agissant donc des excipients qu'il y a dans ces préparations, ces excipients peuvent être d'origine naturelle ou synthétique, constitués d'un système à une ou à plusieurs phases. Selon la nature de l'excipient, les préparations ont des propriétés soit hydrophiles, soit hydrophobes. Les préparations en question peuvent contenir des agents antimicrobiens, des agents antioxydants, des stabilisants, des émulsifiants ou même des agents épaississants. Donc vous voyez déjà que la définition est très large et englobe un certain nombre de notions qu'on va essayer donc de décrypter au fur et à mesure qu'on va décrire les
différentes préparations galéniques. Commençons par les préparations semi-solides pour application cutanée. Dans cette catégorie, on va distinguer les pommades, les pâtes, les gels et les crèmes. Les pommades sont définies comme les préparations composées d'un excipient monophase dans lequel peuvent être dissous ou dispersées les substances liquides ou solides, donc principes actifs liquides ou solides. Donc, on parle ici d'excipients monophase, ça veut dire que les excipients dans la pommade auront la même polarité. Nous verrons des exemples un peu plus loin. Donc, différents types de pommades possibles décrits donc à la pharmacopée européenne. On parle de pommades hydrophobes, de pommades absorbant l'eau ou de pommades hydrophiles. Les pommades hydrophobes ou encore lipophiles sont des pommades qui n'absorbent pas l'eau ou alors de très très faible quantité d'eau. Ce sont des pommades où les excipients sont en général des hydrocarbures, vaseline, huile de paraffine, soit des huiles végétales, huile d'amande douce, huile d'olive, ou alors de cire, cire d'abeille, cire synthétique. Donc tous ces produits sont des produits qui sont totalement lipophiles. Deuxième type de pommade, les pommades absorbant l'eau. Ici, ce sont des pommades qui seront capables d'absorber des quantités appréciables d'eau. Donc on aura des excipients qui sont bien entendu lipophiles ou hydrophobes, en présence des émulsionnants eau dans l'huile, par exemple des alcools gras comme l'alcool cétostérélique ou la lanoline qu'on a vu donc précédemment dans les excipients, qui est un excipient qui est capable d'absorber 2 à 3 fois son poids d'eau. Donc cet excipient permettra donc d'absorber de l'eau dans les pommades qui sont en général de composants lipophiles. Et enfin, les pommades hydrophiles, là c'est évident. Donc l'excipient ici c'est un excipient hydrophile qui est miscible à l'eau. Et en général, les excipients utilisés seront donc de la classe des macrogols, dont les PEG, de masse moléculaire élevée. Je vous ai mis là quelques exemples de formules de pommade, avec donc pommade hydrophobe, pommade absorbant l'eau. Donc pommade hydrophobe, exemple oxyde de zinc, huile de vaseline, vaseline. Vous voyez que les deux excipients sont de même polarité, donc c'est une phase homogène, donc c'est une pommade monophasique, avec donc des excipients tous lipophiles. Le deuxième exemple, je l'ai mis parce que c'est une pommade hydrophobe, mais qui contient un excipient donc, qui est la cire. Et donc, ce sont des préparations qui sont connues, qui sont utilisées telles quelles, ou qui sont des transporteurs de principes actifs, des excipients pour principes actifs. Donc, c'est le cérate gallien, qui est une préparation qui doit être connue de tout pharmacien qui se respecte. Donc, c'est une préparation à base de cire, qui contient de l'huile d'amande douce, de l'eau distillée de rose et de borate de sodium. Donc, c'est le cérat de Gallien. Et enfin, je vous ai mis en bas une pommade hydrophobe absorbant l'eau, qui contient donc du sulfate de cuivre, du sulfate de zinc et l'oxyde de zinc comme principe actif, de la lanoline, justement, pour absorber l'eau, et donc de la vaseline comme excipient lipophile. Et donc, l'eau purifiée servira à dissoudre le sulfate de cuivre et le sulfate de zinc, qu'on va ensuite incorporer dans la lanoline. Donc, voilà 3 exemples classiques de préparation de pommade. Deuxième catégorie de pommades, ce sont les pâtes. Alors, les pâtes sont des préparations très particulières. En fait, il s'agit de préparations semi-solides qui contiennent une forte proportion de poudre. Une poudre qui est finement divisée dans l'excipient. Donc, on peut distinguer 2 types de pâtes. Les pâtes dites lipophiles ou les pâtes hydrophobes. Dans ce cas, dans les pâtes hydrophobes, on a l'excipient monophasique qui est donc hydrophobe, dans lequel on aura dispersé une grande proportion de principes actifs solides. J'en veux pour exemple la pâte hydrophobe avec l'oxyde de zinc, l'amidon de blé, la lanoline, la vaseline. Donc vous voyez qu'il y a une grande proportion de poudre, 25% d'oxyde de zinc, 25% d'amidon de blé, dispersé dans 25% de lanoline et 25% de vaseline. En général, les pâtes hydrophiles sont très très peu utilisées. Donc c'est pour ça que je vous ai donné un exemple uniquement des pâtes lipophiles.
Donc, deuxième catégorie ou troisième catégorie de préparation à usage cutané, les gels. Donc, les gels sont des préparations qui sont constituées par des liquides gélifiés contenant donc un agent gélifiant approprié. On va distinguer deux types de gels, ce qu'on appelle les oléogels. Ce sont des gels dans lesquels le solvant qui permet la gélification est un solvant lipophile, par exemple l'huile de paraffine. Donc ce type de gel n'est pas très courant, et donc je ne vais pas trop insister. En revanche, la deuxième catégorie de gels, ce sont donc les hydrogels. Ceux-là sont beaucoup plus présents sur le marché pharmaceutique. Ce sont des gels qui contiennent donc des excipients qui sont hydrophiles, qui vont gonfler dans l'eau. Par exemple, ce sont des gels qui vont contenir comme solvant de l'eau, le glycérol, propylène glycol, dont vous reconnaissez là dans les deux derniers produits des solvants non aqueux hydrophiles. Comme agent gélifiant ou épaississant, on va retrouver des gommes adragantes, des alginates et des dérivés cellulosiques de type hydroxypropylméthylcellulose, hydroxyéthylcellulose ou des polymères de type carboxyvinylique ou acide polyacrylique. Ces gels ont un gros avantage par rapport aux gels hydrophobes, c'est que ce sont des gels qui sont lavables. Donc, du coup, au niveau, on va dire, entre parenthèses cosmétiques, ces gels sont plus facilement applicables que les oléogels. Voyons à présent la dernière catégorie de préparation pour application cutanée. Il s'agit donc des crèmes. Les crèmes ou émulsions épaissies sont des préparations multiphasiques. Elles sont en général constituées d'une phase lipophile, en général donc composée par une huile, et d'une phase hydrophile qui est donc de composition aqueuse. Étant donné que les deux phases ne sont pas miscibles l'une dans l'autre, pour pouvoir réaliser une émulsion ou une crème, on va devoir stabiliser l'interface de ces deux liquides non miscibles en rajoutant un excipient particulier qu'on appelle tensioactif. Et éventuellement, si c'est nécessaire, on rajoutera un épaississant ou un viscosant dans le milieu. Cela nous amène donc à voir la composition qualitative d'une crème. Une crème va donc contenir un ou plusieurs principes actifs, une phase lipophile, une phase hydrophile, des agents tensioactifs, qu'on va appeler ici émulsionnants, puisqu'on prépare une émulsion, des agents épaississants. Il est possible de rajouter, quand c'est nécessaire, des agents conservateurs, éventuellement un agent antioxydant ou un agent antimicrobien. Et enfin, on peut rajouter des aromatisants ou des agents colorants. Si nous regardons la première partie de cette composition qualitative de la crème, on va donc voir qu'il y a une phase lipophile, une phase hydrophile et des agents tensioactifs qu'on appelle émulsionnants. Donc ceci nous ramène à penser que cette partie constitue une émulsion. Nous avions déjà vu à l'occasion des préparations par voie orale qu'il y avait des émulsions buvables. On a vu très rapidement pour les préparations injectables qu'on pouvait avoir des émulsions injectables. Donc nous allons voir ici donc un tout petit peu en détail les propriétés physico-chimiques d'une émulsion. Donc ce qu'on va voir là s'applique éventuellement, même pas éventuellement, s'applique également aux émulsions qu'on a vues dans ces deux parties dont je viens de parler. Au total, la compréhension donc des caractéristiques physico-chimiques et pharmacotechniques d'une crème passe par la compréhension de celle d'une émulsion. Donc une émulsion est une dispersion d'un liquide A sous la forme de fines gouttelettes, qu'on appelle encore des globules, de diamètre généralement inférieur à 0,1 micromètre, mais on peut y aller parfois jusqu'à 0,5, 0,6, 0,7 micromètres. Et donc ces globules sont donc dispersés au sein d'un liquide B, et donc le liquide A est non miscible au liquide B. Les gouttelettes ou les globules de A constituent ce qu'on appelle la phase dispersée ou encore la phase interne ou la phase discontinue de l'émulsion. Le liquide B est donc la phase dispersante ou encore appelée la phase externe ou encore la phase continue. Donc le schéma que vous voyez en dessous illustre un peu donc ici une émulsion avec donc des fines gouttelettes du liquide A
qui sont dispersés dans le liquide B qui donc constitue la phase continue. En termes de vocabulaire, on va dire, ou de classification, on va dire que lorsque la phase dispersante B est hydrophile, on parle d'une émulsion lipophile-hydrophile, qu'on appelait classiquement une émulsion huile dans eau, puisque la phase hydrophile est la phase continue. Inversement, lorsque la phase dispersante, dont le liquide B est lipophile, on parle d'une émulsion hydrophile-lipophile, qu'on pourrait encore appeler une émulsion eau dans huile. Nous avons dit qu'il s'agissait donc d'une préparation où on a dispersé une phase qui est non miscible dans une autre phase. Donc pour stabiliser ce mélange, on utilise donc un tensioactif. Alors qu'est-ce que c'est qu'un tensioactif ? Un tensioactif est un excipient particulier, une molécule qui est constituée de deux parties. Une partie hydrophile, qu'on appelle encore tête polaire du tensioactif, et une partie lipophile, qu'on appelle queue lipophile du tensioactif. Donc vous avez là une espèce d'illustration qui est un peu l'illustration qui est retenue par convention. Donc la tête lipophile, c'est toujours un petit rond, et la partie lipophile, c'est une queue. En fait, ça rappelle enfin une chaîne hydrocarbonée. Cette structure amphiphiles des tensioactifs leur donne une propriété très intéressante, c'est que lorsque l'on met un tensioactif au niveau de deux liquides, cet tensioactif est capable de s'organiser à l'interface. Et donc sur le schéma que vous avez donc sous les yeux, on a deux liquides, un liquide B qui est donc lipophile et un liquide A qui est hydrophile. Si on met dans ce mélange liquide, donc à polarité différente, un tensioactif, le tensioactif va s'organiser de manière à orienter la partie lipophile au niveau de la phase lipophile, donc éventuellement de l'huile, et la partie hydrophile vers la phase hydrophile qui est donc peut-être éventuellement de l'eau. Donc on voit très bien ici que les tensioactifs s'organisent à l'interface de deux liquides non miscibles. Et donc c'est cette propriété qui va faire que lorsqu'on a dispersé de l'eau dans l'huile ou inversement de l'huile dans l'eau, les tensioactifs viendront donc s'organiser à l'interface de ces deux liquides pour donc stabiliser l'émulsion. Et c'est ce qui se voit donc sur le schéma. Tout à gauche, vous avez donc une globule d'émulsion qui est une émulsion huile dans eau. Donc les gouttelettes d'huile sont donc stabilisées par ce tensioactif qui s'organise, qui envoie donc les têtes hydrophiles vers l'eau et les queues lipophiles dans la gouttelette d'huile. Donc ceci permet de stabiliser dans cette gouttelette d'huile dans l'eau. Sur la partie droite du schéma, vous avez donc inversement une émulsion avec des globules qui sont constitués de globules d'eau qui sont dispersés dans l'huile. Et dans ce cas-là, les queues lipophiles des tensioactifs sont orientées vers l'huile. Et donc voilà le mécanisme par lequel les tensioactifs vont stabiliser les émulsions. Donc en résumé, le tensioactif va agir par un mécanisme au niveau de la tension interfaciale. Donc, les tensioactifs vont diminuer les tensions interfaciales entre, d'une part, la gouttelette d'huile dans l'eau et inversement, l'autre part dans la gouttelette d'eau dans l'huile. Ces tensioactifs ont des caractéristiques tout à fait particulières, des caractéristiques physiques qu'on appelle balance hydrophile-lipophile, qu'on appelle également en anglais HLB. Donc cette caractéristique indique pour chaque tensioactif l'importance de la partie hydrophile par rapport à la partie lipophile. Par convention et avec des unités tout à fait arbitraires, on dit qu'un tensioactif qui a une valeur de HLB supérieure à 7 est considéré comme un tensioactif à tendance hydrophile. Inversement, lorsque le tensioactif a une HLB qui est inférieure à 7, on parle de tensioactif à tendance lipophile. Concrètement, lorsqu'on aura un tensioactif à HLB élevé, ce tensioactif aura tendance à se dissoudre ou à se mélanger à la phase hydrophile de l'émulsion.
Et lorsqu'un tensioactif a un HLB qui est bas, il se mélangera ou se dissolvera plus facilement dans une phase lipophile de l'émulsion. Là, je vous ai donné une classification très rapide des tensioactifs. Ce sont des excipients très particuliers qu'on reverra en détail dans les années qui vont suivre. Simplement, retenez qu'on peut classer les tensioactifs de la manière suivante. Une catégorie de tensioactifs est appelée tensioactif anionique. Dans cette catégorie, la charge négative est portée par la partie la plus importante du tensioactif. Donc c'est un exemple, ici le lauryl sulfate de sodium est un tensioactif de type anionique parce que la charge négative est portée donc par la partie la plus importante dans la chaîne lauryl sulfate. Deuxième catégorie, ce sont les tensioactifs cationiques, donc inversement, la charge positive est portée par la partie la plus importante du tensioactif, et comme exemple, vous avez le chlorure de benzalconium. Il existe des tensioactifs amphotères, et dans ce cas-là, on a sur la même molécule de tensioactif une charge positive et une charge négative. Donc c'est la même molécule qui porte les deux charges, alors que sur les deux premières anioniques et cationiques, on a bien deux parties distinctes qui portent les charges du tensioactif. Et enfin, il existe, donc comme exemple des tensioactifs amphotères, vous avez donc les dérivés de la bétaïne. Et enfin, on a les tensioactifs qui sont non ioniques ou encore appelés tensioactifs neutres. Et dans ce cas-là, les deux parties du tensioactif ne sont pas chargées. Et cette catégorie est souvent constituée par deux groupes de tensioactifs en fonction des liaisons qui vont relier la partie hydrophile à la partie lipophile. Lorsque on a des liaisons ester qui relient la partie hydrophile à la partie lipophile, on a un groupe de tensioactifs très intéressants qu'on appelle les esters de sorbitane, et donc dont le nom de marque est polysorbate ou Twin 80. Je vous dis ça, je donne cet exemple parce que ce sont des tensioactifs que vous rencontrez très très souvent dans les médicaments, que ce soit par voie orale ou par voie parentérale. Deuxième catégorie, donc deuxième exemple d'excipients de tensioactifs non ioniques, ce sont des tensioactifs dans lesquels la partie hydrophile est reliée à la partie lipophile par des liaisons éthers. Et dans ce cas-là, vous avez donc comme exemple les éthers d'alcool aliphatique. Revenons à présent sur cette notion donc de stabilité des émulsions. On a bien vu qu'on arrivait à stabiliser donc les émulsions en rajoutant un tensioactif ou un couple de tensioactifs d'ailleurs pour stabiliser l'émulsion. Ce qui veut dire qu'en réalité, malgré cette stabilisation des émulsions, ce sont des préparations qui sont potentiellement instables sur le plan physique. Alors, comment décrire donc cette instabilité physique des émulsions? On peut l'expliquer de deux manières. Si les globules de l'émulsion se rapprochent les unes des autres sans fusionner, on parle d'un phénomène de flocculation. Si jamais les globules d'émulsion se rassemblent au fond du bécher, on parle de sédimentation, et si les globules se rassemblent au-dessus du bécher, de liquide, on parle de crémage. Donc vous avez ces deux exemples qui sont schématisés sur le schéma qui est tout en bas. Donc la flocculation en fait est un phénomène qui est réversible, puisque les globules se sont rapprochés les unes des autres, mais non pas fusionnés. Il suffit d'agiter l'émulsion pour éventuellement remettre en suspension les globules d'émulsion. Donc la flocculation est un phénomène qui peut être réversible, donc on retrouvera l'émulsion initiale en agitant éventuellement le bécher. La deuxième catégorie d'instabilité est beaucoup plus dramatique, puisque les globules d'émulsion vont se rapprocher, mais vont fusionner. Et dans ce cas-là, on parle de phénomène de
coalescence. Donc c'est un phénomène irréversible puisque dans ce cas-là, les gouttelettes d'émulsion se sont remis ensemble, ont fusionné. On parle d'une émulsion coalescée ou d'une émulsion qui sera, on dit, une émulsion cassée. Donc voilà les deux phénomènes d'instabilité de l'émulsion. Bien entendu, le formulateur, celui qui fabrique l'émulsion, va s'arranger pour éviter ces phénomènes. Pour essayer de contrôler et comprendre et contrôler dans ces phénomènes d'instabilité, on peut se ramener à une loi physique, une équation physique qui est intéressante, c'est dans l'équation de la formule de Stokes, qui va nous permettre de comprendre ce phénomène donc d'instabilité. Donc cette équation, cette loi de Stokes va décrire la vitesse de sédimentation ou de crémage d'une émulsion. Donc la formule que vous avez sous les yeux, V est égal à 2 neuvièmes de R carré facteur de D1 moins D2 multiplié par G, le tout ça sur N, neta, pardon. Cette équation montre, donc vous avez les correspondances des différentes parties de l'équation, cette équation montre que la vitesse de sédimentation ou de crémage des globules d'émulsion est proportionnelle au rayon au carré des gouttelettes d'émulsion multiplié par la gravité, et donc également ça dépend un peu des densités de la partie dispersée et de la partie dispersante. Ce qu'on remarque également, c'est que cette vitesse est inversement proportionnelle à la viscosité de la phase dispersante. Donc, on comprend aisément en regardant cette formule que pour diminuer la vitesse de sédimentation des globules de l'émulsion, il va falloir réduire éventuellement les facteurs au numérateur. Et le facteur sur lequel on peut jouer au numérateur ici, c'est le rayon des globules d'émulsion. Donc, en fabriquant une émulsion avec des tailles de globules très très faibles, on assure la stabilité de l'émulsion. Un autre moyen de stabiliser cette émulsion, c'est éventuellement d'augmenter la viscosité de la phase dispersante. Donc en augmentant la valeur de neta au dénominateur, on va pouvoir stabiliser les émulsions. Donc voilà les deux moyens, on va dire pharmacotechniques, les deux moyens de formulation qui permettent donc de réduire, d'éviter donc la sédimentation ou le crémage des particules de l'émulsion et donc de former des émulsions stables. Donc pour finir, je reviens donc ici sur un exemple d'excipients qui seront donc utilisés pour préparer des crèmes, maintenant qu'on a vu les problèmes de stabilité de l'émulsion. Donc vous avez là quelques exemples d'excipients qui sont utilisés donc dans la fabrication des crèmes. En termes d'excipients pour la phase hydrophile, bien entendu en général ça sera donc l'eau purifiée, l'excipient on va dire majoritaire, mais on peut y rajouter des excipients hydrophiles non aqueux, mais hydrophiles comme le glycérol, le propylène glycol ou les macrogols. Comme exemple d'excipient pour la phase lipophile, bien entendu on peut utiliser des huiles minérales, donc paraffine liquide, des huiles végétales, huile d'arachide, huile d'olive, huile d'amande douce. Comme exemple d'excipient épaississant ou viscosant, on peut rajouter, si on voudrait épaissir une phase continue lipophile, des alcools gras, alcool cétylique, alcool cétostérélique. Si on voudrait épaissir éventuellement une émulsion à phase continue aqueuse, hydrophile, on peut rajouter des polymères hydrophiles comme l'acide polyacrylique ou l'hydroxypropylméthylcellulose par exemple. Comme tensioactif, donc je vous renvoie sur les exemples qu'on a vus précédemment, mais en général, on va préférer souvent des tensioactifs non chargés, tels que les tensioactifs de type polysorbate 80 qu'on a vu précédemment, ou des tensioactifs où la partie hydrophile est liée à la partie lipophile par les liaisons éthères. Et enfin, on peut rajouter des conservateurs. Donc, comme conservateur antioxydant, en général, c'est la vitamine E, le tocophérol, ou parfois la vitamine C. Et comme conservateur antimicrobien, vous retrouvez toujours cet exemple, donc les para-hydroxybenzoate de méthyle ou de propyle. Voyons à présent le mode de préparation des émulsions ou des crèmes.
C'est un mode de préparation tout à fait logique, rationnel, qui va consister dans un premier temps à mélanger tous les excipients hydrophiles et le principe actif hydrophile, également les tensioactifs hydrophiles. Donc tout ça, ça sera fait dans un premier mélange qu'on va porter à une température de l'ordre de 50 à 70 degrés. Parallèlement, on va préparer dans un autre récipient un mélange contenant les excipients lipophiles, le principe actif, le tensioactif lipophile, donc ce sera la phase lipophile, et cette phase sera également portée à une température de 50 à 70 degrés. Une fois qu'on a préparé donc ces deux phases donc séparément, on va les additionner sous agitation en versant une phase dans l'autre, toujours maintenue à une température de entre 50 et 70 degrés. Donc ensuite on continue à agiter ces deux phases, donc l'émulsion se forme, on laisse refroidir tranquillement, et ensuite on arrête l'agitation, on récupère les émulsions et on procède à des essais. Alors je vous ai mis sur le transparent ici un certain nombre d'essais. Je ne vais pas détailler ici, mais sachez que on peut mesurer la taille des globules de l'émulsion. Ça permet de savoir si on a des petites tailles, donc savoir si l'émulsion sera stable. On peut déterminer le sens de l'émulsion. C'est un essai important parce que si vous annoncez fabriquer des émulsions huile d'en haut, il faut vérifier bien que la phase continue de l'émulsion, c'est de l'eau, et inversement, si c'est une émulsion eau dans huile, il faudra le vérifier. Donc il y a des techniques pour mesurer le sens de l'émulsion. Vous verrez ça plus tard au cours de vos études. On peut également mesurer la viscosité de la préparation, c'est important, puisqu'on a vu que la stabilité pouvait également dépendre de la viscosité de la phase continue. Enfin, pour vérifier que l'émulsion fabriquée est stable, on va faire deux types de stabilité. On va soumettre l'émulsion à une élévation de température. En général, on va jusqu'à 50-70 degrés. On vérifie si l'émulsion résiste. On peut également centrifuger l'émulsion pour vérifier si les globules tombent au fond et éventuellement si on peut les remettre en suspension. Donc voilà les essais de stabilité de l'émulsion. Et enfin, parfois, on est amené, parfois, il faut toujours vérifier que le principe actif est au bon dosage dans la préparation. Donc on va procéder au dosage du principe actif. Les dispositifs transdermiques sont des préparations qui présentent des intérêts bien particuliers et très intéressants. Premièrement, ce sont des préparations qui vont permettre de prolonger l'action du principe actif. Cette prolongation peut se décliner en heures, en jours ou en semaines. Deuxième intérêt intéressant, c'est que ces systèmes permettent de libérer des taux constants de principe actif. C'est-à-dire que dans le sang, on aura toujours à peu près la même quantité de principe actif quand on a atteint l'état d'équilibre de libération du principe actif. On dit qu'on a une cinétique d'ordre 0, et donc avec ce type de système, le patient sera exposé à des quantités constantes de principe actif, ce qui va améliorer donc la thérapeutique du patient. Un autre avantage non négligeable, c'est le confort du patient. On voit que les systèmes transdermiques ont une action qui peut durer plusieurs heures, plusieurs jours, plusieurs semaines. Donc en appliquant un patch ou un système transdermique, on va avoir une médication du patient qui ne nécessitera pas de changer de patch très fréquemment. Autre avantage de ces systèmes, c'est que les principes actifs fragiles seront administrés par cette voie, étant donné que le principe actif ne passe pas par le foie, donc il n'y a pas de premier passage hépatique. Donc on a donc un moyen d'administrer les principes actifs qui pourraient être dégradés si on les administrait éventuellement par la voie orale. Donc, des avantages importants qui font qu'aujourd'hui, il y a pas mal de molécules qui sont développées donc sous la forme de systèmes transdermiques. Voyons à présent donc comment se présentent les dispositifs transdermiques. On va distinguer deux catégories de systèmes transdermiques. Les systèmes dits matriciels. Ces systèmes sont constitués par donc un excipient adéquat dans lequel on a dispersé ou dissous le principe actif. Cet excipient, ce système donc sera en contact direct avec la peau. Et donc vous voyez sur ce schéma, donc
on peut dire qu'il y a trois parties, trois couches au niveau de ce système transdermique matriciel. Vous avez tout en haut donc une couleur jaune marron, donc qui est la partie couche externe imperméable. Donc cette couche-là, c'est celle qui est en contact avec l'air, qui protège donc le contenu matriciel. Donc ensuite vous avez en dessous donc toute la partie matricielle, donc avec l'excipient et le principe actif. Et sur la périphérie, donc en couleur bleue, c'est l'adhésif qui permettra de faire coller le patch sur la peau. Donc on voit que le système matriciel est fait de telle sorte que l'excipient qui contient le principe actif est en contact direct avec la peau. Ici, le mécanisme de libération du principe actif sera que le principe actif va diffuser lentement de l'excipient vers la peau avant d'être absorbé. Donc ici, l'élément de contrôle, c'est à la fois l'excipient qui contient le principe actif qui va laisser diffuser lentement et la peau qui constituera bien entendu une barrière de diffusion. Donc voilà comment on peut décrire le système matriciel. Maintenant, voyons le système réservoir. Là, il est très différent. On a toujours donc cette couche externe imperméable qui donc protège le patch, mais en dessous, on a un réservoir de principe actif, donc dispersé dans un excipient, mais cette fois-ci, vous remarquez qu'il y a une membrane, donc une membrane de contrôle, qui sera donc au contact de la peau. Vous avez toujours l'adhésif qui permet de coller. Donc ici, on a donc une séparation entre le réservoir du principe actif, donc l'excipient et le principe actif, et la peau. Et donc, la membrane, en général, qui est une membrane polymérique, va participer ici au contrôle, la libération du principe actif. Je résume. Dans le système matriciel, c'est l'excipient matriciel qui va contrôler la diffusion du principe actif du patch vers la peau. Dans le système réservoir, c'est la membrane polymérique, la membrane de polymère, qui va contrôler la sortie du principe actif, qui va donc passer cette membrane avant d'arriver au niveau de la peau. Donc voilà comment on peut décrire rapidement les deux systèmes utilisés pour les patchs.